Thomas Sankara, un nom qui continue de vibrer dans le cœur de millions d'Africains et d'Africaines à travers le monde. Figure charismatique, symbole d'une jeunesse déterminée et visionnaire, il incarne encore aujourd'hui un modèle d'intégrité, d'audace et de lutte pour la justice sociale. À seulement 33 ans, ce jeune capitaine prend les rênes du pouvoir au Burkina Faso, un pays alors rongé par la pauvreté, les inégalités et la dépendance économique. Le moins que l'on puisse dire est que Thomas Sankara n'était pas un dirigeant comme les autres. Il rêvait d'une Afrique libérée des chaînes coloniales, souveraine et unie. En seulement 4 ans, il a transformé son pays. Promotion des droits des femmes, autosuffisance alimentaire, lutte contre la corruption et l'impérialisme, tout en insufflant un vent de fierté et d'identité nationale au peuple burkinabé. Mais derrière ce projet révolutionnaire, les ennemis étaient nombreux. Comment cet homme, simple guitariste à ses heures perdues, est-il devenu l'un des plus grands personnages du XXe siècle? Quels étaient ses rêves, ses combats, mais aussi ses contradictions? Pourquoi, après tant d'efforts pour redonner sa dignité à son peuple, son destin a-t-il été brutalement interrompu le 15 octobre 1987 dans un assassinat qui continue d'interroger l'histoire? Par qui et sous les ordres de qui fut-il assassiné? Qui avait intérêt à éteindre la voix d'un homme qui dérangeait autant les élites africaines que les puissances étrangères? Dans cette vidéo, nous allons retracer ensemble le parcours exceptionnel de Thomas Sankara, un leader visionnaire dont les idées résonnent encore aujourd'hui comme un appel à la justice, à la liberté et à la renaissance de l'Afrique. Préparez-vous à plonger dans une histoire captivante, celle d'un homme qui a refusé de se soumettre et qui jusqu'à son dernier souffle est resté fidèle à ses principes. Thomas Isidore Noël Sankara est né le 21 décembre 1949 à Yako, dans la colonie française de la Haute-Volta. Fils d'un père Silmi Mossi et d'une mère Mossi, il grandit dans un environnement où se mêlent valeurs militaires et religiosité chrétienne. Son père, ancien combattant de l'armée française, devenu infirmier gendarme, grâce à ses revenus, épargne à sa famille la pauvreté qui touche la majorité des indigènes. Le jeune Thomas poursuit ses études secondaires au lycée Ouzin Coulibaly de Bobo-Dioulasso, puis au Prytanée militaire de Kadiogo à Ouagadougou. À Ouagadougou, la capitale, il fréquente les enfants des colons et se révolte contre les injustices subies par les voltaïques. Bien qu'élevé dans une famille chrétienne où il sert à la messe, il refuse d'entrer au séminaire et décide de devenir militaire. Après l'obtention de son baccalauréat, il part pour le Cameroun, où il suit une formation d'officier à l'école militaire interarmée EMIA de Yaoundé. Il poursuit ensuite sa formation à l'académie militaire d'Antirabé à Madagascar, où il étudie les sciences politiques, l'économie politique, le français et les sciences agricoles. C'est là qu'en 1972, il assiste au soulèvement populaire qui renverse le président Philibert Tsiranana, un ami de Jacques Foccart, installé à la tête du pays par la France depuis 1959. Cet événement l'inspire et lui donne l'idée d'une révolution démocratique et populaire en Haute-Volta. De retour en Haute-Volta en 1973 avec le grade de sous-lieutenant, il est affecté à la formation des jeunes recrues. Il se distingue par sa conception de l'enseignement militaire, intégrant une formation sur les droits et devoirs du citoyen, insistant sur la formation politique des soldats. Il répète souvent: sans formation politique patriotique, un militaire n'est qu'un criminel en puissance. Très cultivé et charismatique, il devient rapidement une figure populaire au sein de l'armée et commence à se faire connaître de la société civile. Un an plus tard, en 1974, un conflit éclate entre la Haute-Volta et le Mali au sujet de la zone frontalière d'Agacher, une étroite bande de terre disputée par les deux pays depuis leurs indépendances en 1960. Cette région recèle des ressources potentielles en manganèse, titane, pétrole et gaz naturel, rendant sa possession stratégique pour le développement économique des deux nations. Le président voltaïque, le général Sangoulé Lamizana,
et le président malien, le lieutenant Moussa Traoré, ne trouvant pas de solution pacifique, se résolvent à résoudre le conflit par la guerre. Cependant, les combats se limitent à quelques escarmouches et ne durent que 2 jours, du 15 au 17 décembre 1974. Le bilan est de 3 morts, 1 du côté voltaïque et de 2 du côté malien. Les pertes matérielles sont minimes et les civils sont épargnés. Au cours de ces affrontements, l'offensive malienne du 15 décembre est repoussée par une contre-attaque voltaïque menée par le commando du lieutenant Thomas Sankara qui prend le village de Douma, tue 2 soldats maliens et capture des armes. Finalement, le conflit sera réglé grâce à l'intervention de médiateurs africains dont le Sénégalais Léopold Sédar Senghor et le Guinéen Sékou Touré. Grâce à son courage et à son leadership au front, Thomas Sankara est acclamé comme un héros à son retour à Ouagadougou. Cette guerre avec le Mali renforce sa renommée nationale et il est promu capitaine. En 1976, il participe à un stage d'aguerrissement au Maroc. C'est pendant ce stage qu'il se rapproche de Blaise Compaoré, un militaire qu'il connaît déjà. Ayant tous deux fréquenté l'émir au Cameroun, ils partagent des valeurs communes et tissent une amitié qui devient peu à peu fraternelle. Après son stage au Maroc, Sankara revient au pays et prend le commandement du Centre national d'entraînement commando, le SNEC, situé à Pau, à 150 km au sud de la capitale. Il fait de son ami Blaise Compaoré le numéro 2 du SNEC. Ensemble, ils fondent le regroupement des officiers communistes ROC, composé de figures telles que Henri Zongo, Bokari Kaboré et Jean-Baptiste Bokari Lingani. En pleine guerre froide, le penchant communiste de Sankara suscite des tensions parmi la classe politique burkinabé qui ne voit la politique qu'à travers le prisme de l'héritage colonial français. À la fin des années 70, le régime de Sangoulé Lamizana est de plus en plus contesté. Le peuple exige le départ de ce gouvernement qu'il juge autoritaire, corrompu, injuste et trop soumis aux volontés de Paris. C'est dans ce contexte qu'en 1980, des grèves, notamment celle du syndicat des enseignants, se généralisent. Pendant 2 mois, plusieurs secteurs du pays sont paralysés. Le 25 novembre, un coup d'État militaire mené par le comité militaire de régressement pour le progrès national. Sangoulé Lamizana est renversé et le colonel Saye Zerbo, ancien ministre des Affaires étrangères, prend la tête du pays. Thomas Sankara ne participe pas au coup d'État, mais ne s'y oppose pas non plus. Populaire, il est nommé en septembre 1981 secrétaire d'État à l'information dans le gouvernement du colonel Saye Zerbo. Cependant, bien que ce nouveau régime soit initialement accueilli positivement par la population, Saye Zerbo se révèle rapidement répressif et mêle l'armée à des scandales. En 1982, il supprime le droit de grève, ce qui pousse Sankara à démissionner, estimant qu'il s'agit d'une violation des droits fondamentaux du peuple. Le 21 avril 1982, lors d'une intervention en direct à la télévision, Sankara déclare « Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple ». Faute donc de laisser cet artiste s'exprimer, faute donc de prendre en considération ses aspects, ses intérêts, on bâillonne son peuple. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. En réaction, Saye Zerbo le dégrade et l'exile de la capitale. Pourtant, loin de le discréditer, cette action augmente la popularité de Sankara et renforce la sympathie du peuple à son égard. Le 7 novembre 1982, un autre coup d'État renverse Saye Zerbo et le médecin militaire Jean-Baptiste Ouédraogo prend le pouvoir. En janvier 1983, il nomme Thomas Sankara premier ministre d'un conseil de salut du peuple, CSP. Très rapidement, Sankara se prononce ouvertement pour une rupture avec le système néocolonial qui lie la Haute-Volta à la France. Il dénonce les illusions du système france-africain, notamment l'aide alimentaire, et commence à mettre en place des politiques pour rendre le pays autosuffisant sur le plan alimentaire. Dans son expression de souveraineté réelle, il invite en avril le dirigeant libyen Mohamed Kadhafi, alors un ennemi déclaré de la France. Ce rapprochement avec Kadhafi inquiète Paris qui voit ses intérêts menacés. Le gouvernement français exerce alors des pressions sur Jean-Baptiste Ouédraogo pour qu'il arrête Sankara. Peu après la visite de Kadhafi,
François Mitterrand envoie son secrétaire aux affaires africaines, Guy Penn, à Ouagadougou. Sur place, Penn remet des valises d'argent au président Ouédraogo tout en lui donnant des instructions venant directement de l'Élysée. Suite à cette visite, Ouédraogo limoge Sankara et le place en résidence surveillée. La pression populaire pour la libération de Sankara est immense. Les militaires, les syndicats et les étudiants manifestent tous pour sa libération. Malgré cette mobilisation populaire, Jean-Baptiste Ouédraogo reste sourd à la demande du peuple. Sankara est emprisonné, tandis que ses proches sont traqués, arrêtés et neutralisés. Cependant, son ami, Blaise Compaoré, parvient à s'échapper et rejoint la garnison de Pau. Là, il convainc les militaires et organise la libération de Sankara. Le 4 août 1983, la garnison de Pau arrive à Ouagadougou, accompagnée d'une foule en liesse. Sankara est libéré et installé à la tête du Conseil national révolutionnaire. Ce coup d'État renverse Jean-Baptiste Ouédraogo et fait de Sankara le nouveau dirigeant du pays. Thomas Sankara, désormais l'homme le plus populaire de la Haute-Volta, aussi bien chez les militaires que chez le peuple, prend les rênes du pays. Il peut enfin mettre en œuvre ses politiques. C'est le début de la révolution sankariste. Une révolution sans précédent dans le monde entier. Sur le plan interne, dans les premières heures suivant son accession au pouvoir, après avoir formé un gouvernement composé de cadres compétents et désigné son ami Blaise Compaoré comme numéro 2 du régime, Thomas Sankara fait de l'autosuffisance alimentaire une priorité nationale. Il met en œuvre des mesures concrètes pour atteindre cet objectif et ne souhaite plus que son pays dépende de l'aide alimentaire extérieure qu'il considère comme un instrument de l'impérialisme. Malheureusement, par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. Il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés. C'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. En seulement 3 ans, Thomas Sankara réussit à résoudre un problème majeur, la famine. Le pays atteint son objectif de garantir 2 repas et 10 litres d'eau par jour pour chaque citoyen. L'ONU reconnaît son succès en affirmant qu'il a vaincu la faim et il a fait de la Haute-Volta un pays autosuffisant sur le plan alimentaire. Le capitaine Thomas Sankara mène aussi une lutte farouche contre la corruption et l'accumulation de richesses injustifiées. Pour cela, il met en place des tribunaux chargés de poursuivre les détournements de fonds publics. Sankara donne l'exemple lui-même en participant publiquement à un interrogatoire concernant sa situation financière. Pour réduire le luxe et les privilèges dont bénéficient certains cadres du gouvernement, il supprime les avantages inutiles et coûteux. Par exemple, les voitures de luxe des ministres comme les Mercedes et les Renault 25 sont remplacées par des petits Renault 5 qu'il utilise également comme président lors de ses déplacements dans le pays. Il encourage également les fonctionnaires à adopter l'habit traditionnel burkinabé, le faso d'Anfani. Il y a un camarade là, où est le camp délégué? Oui, sortez là. Bon, voilà, vous êtes là avec la publicité Levi's. Faites la publicité de Levi's. Bon, c'est bien. Je vois le jean avec ses bien cousus là, Levi's. C'est bien. Mais ça c'est américain, vous voyez même c'est marqué en bas, San Francisco. C'est écrit San Francisco. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Comment on va faire? L'autre là-bas qui est venu poser la question là. Harvard. Pride en quoi? Ouais, formaldehyde. Formaldehyde, voilà. Mais ça veut dire quoi? Mais ici à Kayala, vous croyez qu'il n'y a pas de tisserand pour faire comme ça? Cette initiative permet à de nombreux paysans de générer un revenu en tissant ce vêtement purement africain. Lui-même et sa délégation portent ce vêtement 100% made in Haute-Volta lors de leur déplacement. Pour renforcer la participation populaire, il crée les comités de défense de la révolution CDR auxquels chacun peut participer. Ces comités assurent la gestion des affaires locales et organisent les grandes actions collectives.
Ils sont responsables de la sécurité, de la formation politique, de l'assainissement des quartiers, de la production locale et du contrôle budgétaire des ministères. Sur le plan de l'infrastructure, il fait construire des barrages hydroélectriques pour augmenter la capacité énergétique du pays et permettre à un plus grand nombre de personnes d'avoir accès à l'électricité. Il met aussi en place des mesures d'irrigation et des techniques d'amendement des sols pour améliorer la fertilité des terres afin de soutenir l'agriculture, un secteur vital pour plus de 70% des voltaïques à cette époque. Sankara lutte également contre l'analphabétisme en construisant des écoles à travers tout le pays. En 4 ans, le taux d'alphabétisation passe de 13 à 73%. Quelle réussite! Concernant la situation des femmes, il adopte des mesures radicales. Il interdit la marchandisation des femmes, le mariage forcé et l'excision. Et il fixe un âge minimal légal pour le mariage. Symboliquement, il instaure aussi une journée du marché au masculin pour sensibiliser à l'importance du partage des tâches ménagères. À l'occasion de la journée de la femme, le 8 mars, où Thomas a dit que c'est la journée des femmes aujourd'hui, nous allons faire l'exception. Au lieu que c'est la femme qui va tous les jours faire le marché, aujourd'hui c'est leur journée, elles vont rester à la maison et les hommes iront faire le marché à leur place. On a vu les hommes au marché acheter des tomates, des condiments et tout ce qu'il fallait pour la cuisine du jour. Et c'était bien, c'était bien. Les femmes sont intégrées dans l'armée et dans le gouvernement. Et des inégalités persistantes, notamment dans l'éducation, sont supprimées. Dans les établissements, comment constatons l'émancipation des filles? Il faudrait qu'ici aussi nous commencions à nous débarrasser de cet art féodal. Ce sont des arts féodales, de l'éducation féodale, qui nous a dit que le garçon est toujours au-dessus de la fille. À l'école même, quand les filles sont en grossesse ou des choses comme ça, on les renvoie, n'est-ce pas? On les exclut. Mais on ne cherche même pas à savoir si le partenaire avec lequel elle a eu la grossesse là, ne se trouve pas par hasard dans la classe. Et même s'il s'y trouve, on le laisse lui, le garçon. Donc le garçon peut faire autant d'enfants qu'il veut. Dès la 6e, s'il veut, il commence à faire des enfants jusqu'en terminale. On ne le renverra jamais. Mais la fille, même si elle est à 1 jour de son bac, elle fait un enfant, allez, renvoyée. Conscient des enjeux environnementaux, il dénonce les causes humaines de l'avancée du désert. Très en avance sur son époque en matière d'écologie, il interdit la coupe abusive de bois, met en place des campagnes de sensibilisation sur l'utilisation du gaz et impose des amendes à ceux qui enfreignent ces interdictions, tout en interdisant les feux de brousse et la divagation des animaux. Il sera interdit de couper le bois. Désormais, tout véhicule transportant du bois sera arrêté. Et des amendes lourdes seront prononcées contre le propriétaire du véhicule. Et nous permettrons ainsi à la nature de se reproduire de façon harmonieuse. Sous son régime, les ingérences françaises disparaissent. La France perd son influence dans les décisions politiques du pays et l'appropriation des ressources, notamment de l'or, est remise en question. La Haute-Volta commence à vendre son or au prix du marché international, mettant fin aux privilèges de l'ancien colon. Panafricaniste et anti-impérialiste, Sankara multiplie les discours pour sensibiliser les peuples aux enjeux géopolitiques, tant pour la Haute-Volta que pour l'Afrique en général. Il impose aussi une formation politique aux militaires, rappelant souvent que sans culture, un militaire n'est qu'un criminel ambulant. En 1984, il renomme la Haute-Volta en Burkina Faso, ce qui signifie le pays des hommes intègres. Pourquoi le Burkina Faso? Pourquoi avoir voulu changer le nom de la Haute-Volta? Oui, parce que Haute-Volta, cela ne voulait rien dire pour personne, en particulier pour nous, Burkinabés. Et c'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre, Burkina Faso est un nom puisé dans le terroir même, qui a une signification dans notre langue. Qui veut dire patrie des hommes honnêtes. Merci, Président. Merci. Le président Sankara était un homme proche du peuple. Il n'y avait pas de barrière entre lui et les citoyens. Il n'était pas rare de le voir faire du vélo avec les habitants,
jouer au football ou même jouer de la guitare pendant ses moments de détente. Bien que je sois un grand admirateur de Thomas Sankara, il est important de souligner que toutes ces actions n'ont pas toujours fait l'unanimité. La perfection n'étant pas humaine, il a probablement commis des erreurs, notamment dans des domaines qui entrent en contradiction avec certaines valeurs culturelles. Par exemple, la suppression des chefs de village et la réduction de leur pouvoir sont mal perçus dans certaines régions. Ces chefs profondément attachés à une culture africaine ancienne représentent selon certains un héritage ancestral de pouvoir métaphysique qu'ils estiment indispensable. Cependant, il faut rappeler que cette suppression des chefferies par Sankara s'inscrit dans un contexte historique particulier. Lors de la colonisation, les vrais chefs ont résisté à l'envahisseur français et ont été tués. C'est la France qui a ensuite placé d'autres chefs, souvent déconnectés des réalités locales, mais prêts à se conformer aux intérêts de la puissance coloniale. Sankara, pour sa part, ne conçoit pas qu'une personne, simplement en raison de sa naissance dans une famille royale, ait le droit d'attendre les récoltes des paysans sans contribuer à l'effort collectif. Pour lui, il ne doit pas y avoir de classe privilégiée profitant du travail d'une autre classe. Si ces réalisations internes font de lui l'un des meilleurs dirigeants de l'histoire du Burkina Faso, c'est surtout sa politique étrangère, ses relations interafricaines, ses prises de position et ses combats qui forgent sa légende. Ses relations avec la France sont toujours tendues. À chaque discours, il ne manque pas de dénoncer le néocolonialisme français et de mettre en garde contre l'impérialisme. Dès son accession au pouvoir en octobre 1983, une première fronde contre la France a lieu. Invité par l'Élysée, Sankara décline d'abord l'invitation, estimant qu'un sommet où les chefs d'État africains se retrouvent sous la présidence d'un leader français n'est qu'un vestige de la colonisation. Paris insiste, et dans un but purement stratégique, il accepte finalement pour observer le déroulement de ces sommets France-Afrique. Le 3 octobre 1983, il atterrit en France. À son arrivée, Sankara n'apprécie pas que Guy Payne, le secrétaire d'État aux affaires africaines, soit celui qui l'accueille à l'aéroport, car en Haute-Volta, c'est toujours le président du pays qui reçoit son homologue français. Le jeune président refuse de participer au dîner organisé par Mitterrand, lui expliquant qu'il ne souhaite pas être traité avec une telle condescendance. Il menace même de quitter la France pour retourner à Ouagadougou. Ce n'est qu'après que Christophe Mitterrand est envoyé pour le convaincre de rester. Le lendemain, lors du sommet, Sankara rejette toutes les approches paternalistes et refuse de signer la déclaration commune. Avant de repartir, il lance un message fort aux journalistes. La politique africaine de la France, nous la trouvons très française. C'est-à-dire qu'elle ressemble aux autres politiques françaises. Hier, la France était dans tel ou tel pays d'Afrique pour soit maintenir un chef, un dirigeant, un ratelé, soit pour débarquer d'une caravelle, un autre que l'on emportait avec soi. Aujourd'hui encore, la France procède ainsi. Après avoir jugé ce sommet sans intérêt, il déclare qu'il ne va plus participer à de tels événements. Il se tourne alors uniquement vers des pays révolutionnaires. Il sera en Angola alors en guerre contre le régime ségrégationniste d'Afrique du Sud, soutenu par l'Occident. Il visite aussi le Mozambique pour soutenir le Frélimo qui subit des attaques déstabilisatrices du Portugal, ancienne puissance coloniale. À Cuba, il affiche son soutien à la résistance contre l'hégémonie américaine et renforce ses liens avec le Ghana de Jerry Rawlings, qui refuse également le néocolonialisme anglais. Sankara est aussi le premier chef d'État à se rendre au Sahara occidental, où il condamne les abus commis par le Royaume du Maroc à l'encontre des Sahraouis. Nous tenons pour inadmissible et condamnons sans recours le sort fait au peuple du Sahara occidental par le Royaume du Maroc, qui se livre à des méthodes dilatoires pour retarder l'échéance qui, de toute façon, lui sera imposée par la volonté du peuple sahraoui. Pour avoir visité personnellement les régions libérées par le peuple sahraoui, j'ai acquis la confirmation que plus rien désormais ne saurait entraver sa marche vers la libération totale de son pays sous la conduite militante et éclairée du Front Polisario.
Il prend aussi fermement position contre l'apartheid en Afrique du Sud. Lors d'une visite de Mitterrand au Burkina Faso, il condamne l'hypocrisie de la France et exprime sa déception après la réception du Premier ministre sud-africain Peter Botha à Paris. Des tueurs comme Peter Botha ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l'entière responsabilité ici et ailleurs, aujourd'hui et toujours. Avec sa franchise, sa lutte anti-impérialiste et son rejet du colonialisme, le capitaine Sankara devient malgré lui le porte-parole des opprimés du monde entier. Il s'exprime sur la question israélo-palestinienne, critiquant la politique d'Israël et de son infatigable allié, les États-Unis. Mais la recherche de la paix va de pair avec l'application ferme du droit des pays à l'indépendance. Sur ce point, le palmarès le plus impitoyable, le plus pitoyable, le plus lamentable, oui, le plus lamentable, est détenu au Moyen-Orient en termes d'arrogance, d'insolence et d'incroyable entêtement d'un petit pays, Israël, qui, depuis plus de 20 ans, avec l'inqualifiable complicité de son puissant protecteur, les États-Unis d'Amérique, continue à défier la communauté internationale au mépris d'une histoire qui, hier encore, désignait chaque juif à l'horreur des fours crématoires. Israël en arrive à infliger à d'autres ce qui fut son propre calvaire. En tout état de cause, Israël, dont nous aimons le peuple pour son courage et ses sacrifices d'hier, doit savoir que les conditions de sa propre quiétude ne résident que dans sa puissance militaire financée par l'extérieur. Israël doit commencer à apprendre à devenir une nation comme les autres nations, parmi les autres. Pour l'heure, nous tenons à affirmer, du haut de cette tribune, notre solidarité militante et agissante à l'endroit des combattants, femmes et hommes de ce peuple merveilleux de la Palestine. Il dénonce également le soutien des États-Unis à Israël et à l'Afrique du Sud, appelant les pays africains à boycotter les Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles. À l'ONU, il condamne l'invasion de la Grenade par les États-Unis, ce qui entraîne des sanctions commerciales contre le Burkina Faso. Toujours devant l'ONU, il réclame la suppression du droit de veto de certaines grandes puissances. Le capitaine Sankara appelle les chefs d'État africains à plus d'authenticité, de courage et de solidarité. Il refuse de payer les dettes coloniales imposées de manière injuste aux anciennes colonies. Lors d'un sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, il prononce l'un de ses discours les plus célèbres sur la question de la dette coloniale. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait deux éditions de la Bible et deux éditions du Coran. Chers frères, avec le soutien de tous, nous pourrons faire la paix chez nous. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique, parce que notre sol, notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer, ou tout au moins prendre la technologie et la science partout où nous pourrons les trouver. Monsieur le Président, faisons en sorte
nous mettions au point ce front uni d'Addis Abeba contre la dette. Faisons en sorte que ce soit à partir d'Addis Abeba que nous décidions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourdins et les coutelas que nous achetons sont inutiles. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Le capitaine Thomas Sankara est devenu une figure populaire à l'échelle mondiale. Son influence dépasse largement ses propres attentes et franchit les frontières. La population noire, non seulement en Afrique mais partout dans le monde entier, se reconnaît en ce jeune capitaine dont l'intégrité ne peut jamais être remise en question. Lors d'une visite aux États-Unis, bien que cela ne fasse pas partie du protocole officiel, il se rend dans le quartier noir d'Harlem où il prononce un discours dans lequel il critique le système injuste et raciste américain. L'impérialisme, le néocolonialisme, le racisme, le fantonchisme, gloire, dignité, pouvoir, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Merci camarades. Africains, nous sommes nombreux et très nombreux. As African people, we are numerous, very numerous. Nous devons comprendre que notre existence doit être vouée à la lutte pour la réhabilitation de l'homme africain. We have to understand that our duty, our responsibility should be for the dignity of the African man. Nous devons mener le combat qui nous soustraira à la domination des autres hommes et à leur oppression. We have to lead the struggle to free ourselves from oppression and other people. Il exprime sa solidarité avec tous les Noirs du monde entier et soulève la salle dans une véritable ferveur. Jamais un dirigeant noir n'avait osé accomplir un tel acte. Thomas Sankara est unique, il est spécial, il a de l'impact et de l'influence, c'est indiscutable. Il dit ce qu'il pense réellement, il est panafricain, il défend les intérêts de son peuple. Sankara bouleverse les normes et sa position dérange de nombreuses personnes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. En Afrique, il se heurte au Maroc, au Mali de Moussa Traoré, à la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny et au Togo de Gnassingbé Yadema, des dirigeants qu'il qualifie de soumis aux volontés néocolonialistes de Paris. En 1985, plusieurs régimes africains proches de la France tentent de déstabiliser le Burkina Faso pour renverser Thomas Sankara. Le régime malien de Moussa Traoré, soutenu par la Côte d'Ivoire et le Togo, diffuse des rumeurs accusant des militaires burkinabés de violer la frontière, ce qui entraîne une guerre de quelques semaines avec le Burkina Faso. Après cet incident avec le Mali, Sankara fait de l'ombre aux doyens de l'Afrique, les dirigeants qui dominent traditionnellement le continent. Ses critiques et son leadership dérangent particulièrement Félix Houphouët-Boigny, le président ivoirien. Les deux hommes se trouvent toujours en désaccord. Dans cette Afrique où le système de la France-Afrique prévaut, Houphouët-Boigny est le patron et il n'apprécie pas qu'un jeune homme d'une trentaine d'années lui adresse parfois la parole sur un ton défiant. Les tensions entre eux se renforcent jusqu'à ce qu'Houphouët-Boigny annule la visite de Sankara en Côte d'Ivoire.
Après avoir dénoncé les États-Unis pour leur soutien à Israël, après avoir échangé avec le bloc de l'Est, après son discours à la communauté noire d'Harlem et après avoir appelé les Africains à boycotter les Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles, les États-Unis considèrent Sankara comme une menace encore plus grande que Patrice Lumumba, dont l'implication de la CIA dans son assassinat ne fait plus aucun doute. Le plus crucial reste la relation entre la France et le Burkina Faso. Les tensions sont vives. Après avoir attaqué la dette, critiqué les ingérences françaises en Afrique et s'être rapproché de dirigeants comme Kadhafi, après avoir confronté le président français sur la question de l'apartheid en Afrique du Sud et dénoncé les méthodes de la France-Afrique, notamment la fausse aide alimentaire imposée par la France, Sankara devient un leader gênant pour Paris. En effet, comme tous les dirigeants africains qui osent emprunter cette voie, il est désormais sur les radars des services secrets français. Pour Paris, il est gênant. D'ailleurs, le président français le lui avait déjà dit ouvertement. Je suis comme lui. Il dit ce qu'il pense, je le dis aussi. Et je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il a le tranchant d'une belle jeunesse et le mérite d'un chef d'État totalement dévoué à son peuple. Et moi, j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il va plus loin qu'il ne faut, à mon avis, qui me permette de lui parler du haut de mon expérience. Dans le pays, la suppression des privilèges a déçu certains proches du président, ceux qui l'avaient aidé à accéder au pouvoir et qui espéraient s'enrichir une fois que celui-ci serait au sommet. À cela s'ajoutent des chefs traditionnels déchus qui nourrissent une rancune envers le président et conservent encore une certaine influence sur la population. Avec la popularité croissante de Sankara, sa capacité à attirer des sympathies et à se faire reconnaître, il devient évident pour Blaise que tant que Sankara est en vie, il ne pourra jamais accéder à la présidence. Par ailleurs, lors d'un voyage en Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré tombe sous le charme de Chantal Terrasson de Fougères, la fille du docteur Terrasson, ami proche du président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. C'est dans ce contexte que Blaise se rapproche de Houphouët-Boigny et la relation entre Sankara et Blaise se dégrade, à tel point que les deux hommes ne s'adressent plus la parole. Septembre 87, Sankara, revenu de voyage de l'aéroport, est venu directement chez moi. Et il m'a dit, je viens de Libreville. Et à Libreville, le président Bongo a été le premier à me poser une question, à me demander ce qui ne va pas avec Blaise. J'étais surpris qu'il m'ait posé cette question, m'a dit Sankara. Je lui ai répondu, en effet, j'ai constaté qu'il y a un problème, mais je ne sais pas quel est le problème. Parce que si moi, Sankara, je suis au pouvoir, c'est bien à cause de Blaise. C'est lui qui a fait le coup d'État d'août 83. Ce n'est pas moi. Et chaque fois que Blaise m'a dit de faire quelque chose, je l'ai fait. Je peux le dire devant lui. Il y a eu même des moments, m'a-t-il dit, où Blaise m'a dit quelque chose en plaisantant. Quand je l'ai fait, il m'a dit, mais je plaisantais. Je peux vous donner des exemples. Bref, toujours est-il qu'avec Bongo, il a dit que Bongo lui a demandé s'il en a discuté avec Blaise. Et il a dit oui, j'ai discuté avec Blaise. Et je lui ai dit, s'il veut être président, vice-président ou premier ministre, on crée le poste et il le prend. Bongo lui aurait demandé qu'est-ce que Blaise a répondu. Il m'a dit que Blaise lui a répondu que ça ne l'intéresse pas, ni l'un ni l'autre, ni vice-président, ni premier ministre. Et Sankara m'a dit que Bongo lui a dit que si Blaise lui a dit que les postes de vice-président ou de premier ministre ne l'intéressent pas, c'est que le poste qui l'intéresse, c'est celui de président. Et leur conversation sur Blaise se serait arrêtée là.
Je n'ai pas fait de commentaire ce soir-là. Mais c'était vraiment gâté, comme on dit dans le langage africain. C'était gâté. Alors, en juillet 87, donc, j'ai dit à l'un et à l'autre, il est temps que vous fassiez quelque chose, que vous disiez quelque chose. On ne peut pas laisser continuer comme ça. Mais entre juillet et début octobre, vraiment, les clans de l'un et de l'autre se sont donnés à cœur joie de tracts, d'insultes, de toutes sortes de rumeurs les plus fantaisistes, les plus fantasmagoriques, qui faisaient que ce n'était plus tenable. Et ce 15 octobre 1987, j'ai téléphoné à Sankara autour de 8 heures. Il a pensé que je l'appelais au sujet d'un forum anti-apartheid que nous avions eu du 9 au 11 octobre. Je lui ai dit non, je ne t'appelle pas à ce sujet. Et pour retenir vraiment l'attention de Sankara, chaque fois que je lui parlais en anglais. Et en anglais, je lui ai dit, écoute, la situation est intenable. On ne peut plus aller des jours en avant dans cette situation. Il faut faire quelque chose, il faut arrêter cela. Il m'a répondu, ah, ça fait 3h30 que j'écris. Est-ce que c'est 3h30 de temps? Est-ce que c'est 3h30 du matin? Je ne sais pas. Et il m'a dit, je te rappelle quand je vais au bureau. Fine. Il était 8h, 8h30. J'ai raccroché avec Sankara, j'ai appelé Blaise. Au conseil, il n'y était pas. Au bureau, il n'y était pas. Je le trouve je le joins à la maison. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais à la maison à 9h? Il me dit, je suis malade. Je lui dis, j'arrive. J'arrive à la maison et je lui dis, écoute, la situation est intenable. Je viens de parler à Sankara. Il dit qu'il me rappelle. Il faut que vous publiez une déclaration qui sera lue par Sankara ou par toi, ou par Pierre Ouédraogo, secrétaire général des comités de défense de la Révolution. Non, je lui ai dit, pas par Sankara ni par toi, pardon. Pas par Sankara, parce que ceux qui sont avec toi penseront que Sankara ne t'a pas consulté, ni par toi, parce que ceux qui sont avec Sankara penseront que tu n'as pas été consulté, que Sankara n'a pas été consulté. Donc, il faudrait que ce soit de préférence par Pierre Ouédraogo, secrétaire général des CDR, ou Henri Zongo, ou Jean-Baptiste Lengani. Henri Zongo et Jean-Baptiste Lengani étant un des 4 leaders militaires du Conseil national de la Révolution. Et il m'a dit, pour dire quoi? Blaise m'a demandé, pour dire quoi? Je lui ai dit, pour dire que vous avez constaté que le ver est entré dans le fruit et que vous êtes en train de vous employer à l'extirper. Il s'est tu. Puis il m'a dit, et je répète ces mots, il dira oui et il fera autre chose. Je lui ai demandé qui? Sankara? Il m'a dit oui. Et Sankara dira oui et il fera autre chose? Il m'a dit oui. Et je lui ai dit, si vous en êtes arrivé là, c'est très grave pour des gens en armes. C'est très grave. Nous n'avons plus parlé pendant près d'1 minute. Et pour la première fois depuis que je rencontre Blaise, en 4 ans, c'est lui qui a pris l'initiative de mettre fin à notre entretien. En 1996, François Mitterrand nomme Jacques Chirac Premier ministre et ce dernier réintroduit Jacques Foccart au secrétariat des affaires africaines de l'Élysée. Foccart, figure emblématique de la France-Afrique, retrouve rapidement son rôle aux côtés de Houphouët-Boigny, formant à nouveau le duo qui, depuis les indépendances, a orchestré les coups d'État et éliminé ceux qui s'opposaient aux intérêts de la France.
La France-Afrique envisage l'élimination de Sankara. Comme le souligne régulièrement Kémy Séba, un système ou une civilisation ne peut être détruite de l'extérieur que si elle est déjà rongée de l'intérieur. La France, via la Côte d'Ivoire, se tourne alors vers Blaise pour accomplir cet objectif. Selon l'historien franco-béninois Hamzat Boukari Yabara, le plan pour éliminer Sankara a été concocté à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Sankara sera assassiné le 15 octobre 1987 avec 12 de ses camarades dans un complot principalement mené depuis Paris et Abidjan, Dans la sous-région ouest-africaine, Sankara est isolé. Les présidents soumis au néocolonialisme français lui sont hostiles. Dans le pays, la situation avec Blaise l'attriste profondément. Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Alors pour rester moi-même et pour me sentir moi-même, je suis obligé de continuer dans cette lancée-là. Vous vous sentez isolé en Afrique? Mal compris en tout cas. Mal compris, mal aimé? Mal aimé, oui. Alors que des manœuvres pour l'éliminer se mettent en place à Abidjan, à Ouagadougou, certains avertissent Sankara que Blaise Compaoré envisage de le faire disparaître. On lui conseille de prendre des mesures pour se protéger. Toutefois, Sankara répond que si Blaise veut le tuer, personne ne pourra l'en empêcher. Moi, j'avais demandé personnellement à Thomas la permission là, justement, de mettre de l'ordre, c'est-à-dire d'arrêter le capitaine Blaise Compaoré. Parce qu'il est en train de fomenter justement son assassinat. Il m'a dit non. L'amitié ne se trahit pas. J'ai dit mais ce n'est plus l'amitié. Quand par exemple on planifie de tuer, ce n'est pas bon. Il dit c'est pas correct. L'amitié, c'est pas à nous de trahir l'amitié. C'est à eux de trahir. Alors l'étau se resserre autour de Sankara. Blaise, tel une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, n'attend que le bon moment pour frapper. Cette vidéo est déjà assez longue, mais il reste encore beaucoup à dire. Dans la dernière partie, nous examinerons en détail les circonstances et le déroulement de l'assassinat de Thomas Sankara. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Merci.